d'autres questions encore? D'autres questions? Non, si. Alors, un auditeur nous dit: «La Roumanie a une grande concurrente en termes de persécution politico-judiciaire et d'atteinte à la démocratie». Ah bah Et là, ce qui Oui, s'est Là, passé c'est affreux. alors oui. là alors là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier plutôt, rappelle exactement ce qui s'est passé en Roumanie où effectivement, l'opposant principal qui avait toutes les chances d'être élu a été Mmh. arrêté alors qu'il se rendait pour déposer sa candidature. Donc on a Mmh. pour des prétextes judiciaires qui sont du même acabit que ceux qu'on reproche à Marine Le Il faut dire, Pen. excusez-moi de Oui, vous interrompre, quels sont les prétextes qui sont extravagants. à C'est que oui. des Russes auraient tweeté Oui, c'est sur ça. TikTok. C'est Mmh. TikTok qui Quand aurait on connaît les bouleversé. Roumains, comme si tous les Roumains avaient Ouais. TikTok. Et c'est vous ce qu'a dit voyez. d'ailleurs Vance, a dit si vraiment vous êtes à la merci Oui. de quelques SMS provenant de Oui. Russie, c'est que Ouais. votre démocratie n'est pas très Oui, solide. et on sait que dans nos démocraties, il n'y a jamais eu d'influence Jamais. étrangère, Non, américaine, non, anglo-saxonne. Jamais, jamais. jamais. Oui. Alors, alors ça. donc je finis Alors, oui, peut-être quand pardon, même pardon, la- oui, oui, voilà. oui, pardon. Donc, d'atteinte à la démocratie, la République française et sa justice, rouge et partiale. Les juges ont fait un bras d'honneur à des millions de Français, parodie de justice à l'état pur, honte aux juges, soutien total et indéfectible à Marine Le Pen ainsi qu'à Bruno Gollnisch, Ah, qui bravo. intervient dans l'émission. De Merci la, beaucoup. Voilà. de la part de Karim, qui souhaite s'inscrire à Radio Courtoisie, Eh ben, recevoir les écoutez, prochaines merci, de Radio cher- Courtoisie. merci, Merci, cher cher auditeur. Karim. Merci infiniment. Alors, un autre auditeur nous dit: «Bonsoir, quand on est un opposant politique à un pouvoir en place et que l'on est mis au tribunal, on ne discute pas des causes et motifs politiques, on sera systématiquement condamné. Oui, ça c'est Mmh. vrai, c'est des procès dignes de Mmh. Staline. Hein. Voir le Sauf tribunal de...» on tue pas, on tue pas physiquement, on tue Mmh. civilement et on tue politiquement. Mmh. Puis c'est plus hypocrite. Et voilà, c'est plus libre, mais en principe, c'est toujours pour le bien. C'est Mmh. Oui. toujours pour le bien. Alors voilà, les d'autres questions qui arrivent. Alors, ça, on l'a déjà lu. Parce que ces gens-là sont comme les Il y avait pneus. une question aussi très critique à l'égard de Marine Le Pen, mais que j'ai trouvé quand même Trop longue. injuste. Non, mais il faut, bon. mais il faut Injuste peut-être et trop répondre quand long même. pour- Non, mais Oui, pour- puis il est bon, quand vous même êtes pas là pour utile. faire le Non, mais il est quand procès. même utile de répondre aux Oui. auditeurs. Oui, Parce que même peut-être si nous ne va sommes essayer- pas Ah oui, alors démocrates, je je vais crois donner essayer ça. de- Allez-y, bon, allez-y. je dis que Je veux toujours. pas Oui, mais pouvoir la lire. alors par contre, des messages qui font pratiquement une page, Ah je non, peux mais pas ça les c'est trop lire, long. c'est pas C'est trop long. possible. Mais je dis toujours qu'à défaut d'être démocrate, nous Alors, pratiquons la cette, Il faut être démocratie. concis, court, Il y a c'est le des contraire chez les questions. d'ailleurs. Cette personne, on va l'appeler ML, de ses initiales, puisqu'elle s'est restée anonyme, sur la décision du système par l'intermédiaire de son tribunal des révolutionnaires en 1792-93, Mmh. année au début de la terreur, Mmh. d'interdire Marine Le Pen de pouvoir se présenter dans le peuple français. Au fin de choisir son dirigeant, ne faut-il pas être naïf de croire et penser qu'il en eût été autrement, Bon. etc. Pour rappel, les mêmes qui ont tiré sur le peuple français Oui, oui. en 1934, qui criaient aux voleurs, qui ont fusillé Robert Brasillac, alors qui n'a jamais appelé à prendre les armes contre les Français, contrairement aux communistes, aux socialistes, etc. Ce sont eux qui ont condamné Jean-Marie Le Pen pour ses fumeux jeux de mots Oui. Mmh. dont il aurait pu s'abstenir, il est vrai. Marine Le Pen a viré tous ceux qui ont fait le Front National, a renié les idées et les pensées de Oui, ses alors bon, on réformateurs, connaît etc. ça. Oui, bon. etc., etc. Alors, bon, je trouve que les appréciations, je vais m'arrêter là, Ouais. les appréciations sur Marine Le Pen, dont j'ai été un des compétiteurs, hein, je le rappelle, et avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord, tant s'en faut, sont quand même excessives, surtout quand on dit le système lui a promis, à condition qu'elle s'abaisse, se mette à genoux, rampe devant lui, comme si celui-ci allait l'adouber. C'est excessif. J'ai déploré certaines adaptations qui me paraissaient tout à fait inutiles, mais je crois quand même, voilà, je dis posément et gentiment à la personne qui nous interpelle, et qui nous dit, faut-il être dépourvu totalement d'esprit d'analyse politique, de compréhension politique, d'histoire politique, pour tomber dans le panneau si bien présenté par les dignes représentants du système. Non, on ne tombe pas tout dans le panneau. Bon, même si on aurait pu quelquefois avoir plus de clairvoyance et à mon avis personnel, prendre la population à témoin en amont de cette affaire dès qu'elle a été initiée par l'infâme persécuteur, l'ancien président socialiste allemand Schulz,
Vous savez, il faut dire à cette dame que la politique, c'est pas très facile quand même. Voilà, on peut, même si on est dans l'opposition, quelquefois, on est un peu obligé d'avancer à la godille. Absolument, Voilà. absolument. Alors, on a aussi un auditeur qui nous dit l'argument qui revient toujours pour permettre de condamner, d'interdire, risque de trouble à l'ordre public. Oui, Oui, qui est absurde. Oui. Si on dit il y a un risque de trouble à l'ordre public, c'est plutôt si là Marine qu'il y a Le Pen est élue. C'est noir sur blanc dans ce jugement. C'est-à-dire qu'on fait un choix délibéré d'interdire on sort complètement. Oui, c'est la notion d'ordre public, c'est une notion qui s'étend selon les opportunités. Si elle est élue, alors qu'elle est condamnée en première instance. Enfin, que je sache que quand on est en première instance, on est toujours présumé innocent. Et Donald Trump, d'ailleurs, a été élu, nonobstant un certain nombre de poursuites pénales contre lui. Et d'ailleurs, il a comparé son cas à celui de Marine Le Pen. Tout à fait juste. Alors justement, avant qu'on ait d'autres... alors il y a des questions. Un auditeur qui nous dit qui confirme l'appel rendu à l'été 2026. La source serait un communiqué de BFM TV. Oui. Ça, c'est pas forcément la Cour d'appel de Paris a indiqué dans un communiqué avoir été saisie de 3 appels à ce stade après les condamnations de Marine Le Pen et du Rassemblement national et examinera ce dossier dans des délais qui devraient permettre de rendre une décision à l'été 2026. Si ces délais sont tenus, cela voudrait dire que ce deuxième procès se tiendrait au plus tard début 2026 et que la décision serait donc rendue de longs mois avant l'élection présidentielle 2027, comme l'ont réclamé plusieurs responsables. Alors, si c'est un communiqué à la Cour d'appel, comme j'étais ici, je n'en ai pas une connaissance. Je précise, à titre technique, en tant que juriste, qu'il y a également dans le Code de procédure civile un article 514.3 qui autorise le premier président de la Cour d'appel de suspendre, d'arrêter l'exécution provisoire lorsque, d'une part, il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la sentence, du jugement, et que, par ailleurs, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui pourrait justement être le cas. On pourrait invoquer le risque de trouble à l'ordre public. Je me prends à regretter que nous soyons si légalistes et si pacifiques, parce que si nous l'étions un peu moins, on pourrait invoquer le risque de trouble à l'ordre public. Vous savez, maintenant, tant qu'il n'y a pas de casse, malheureusement, vous n'êtes pas bien entendu. Voilà. Alors, cela étant, il y a quand même une manifestation du Rassemblement national, je crois, dimanche, place Vauban. Oui, mais si qui je sera ne m'abuse. Au calme. Alors, je pense que ça sera, mais au début, c'est calme. Mais après, il y a des gens qui peuvent s'énerver aussi. Ce sont des choses qui arrivent. On a aussi un auditeur là qui nous écrit en nous disant « Bonsoir, j'étais directeur chez 2 majors différents du BTP et je vous confirme le sport national qui consiste à être le moins cher lors d'un appel d'offres public. Voilà. J'ai personnellement rédigé des mémoires en réclamation qui atteignent parfois plus de 100% du montant du marché initial. Tu me donnes le nom du mec. Ce mémoire en réclamation est d'ailleurs prévu dans le cahier des clauses administratives générales des marchés publics, l'article 55, pour gérer les différends entre l'entreprise et le maître d'œuvre et ou le maître d'ouvrage. Très bonne émission, comme toujours, de la part du propriétaire de la Rolls Silver Shadow 2, bien quand même. Le propriétaire. Je vois très bien. C'est une personne extrêmement distinguée. Et compétente. Merci pour cette information. Et alors, il y a un autre auditeur que je connais bien et que je salue. Je confirme la déclaration de votre intervenant suisse et de Bruno Gollnisch. J'ai fait chiffrer un rond-point pour un projet touristique par une grosse entreprise d'ingénierie. Le projet tardant, l'autorité publique l'a fait réaliser, mais cette fois-ci 100% plus cher. Voilà, encore une confirmation, de ce que nous avons dit. De toute façon, sur Radio Courtoisie, nous n'avons pas d'éléments de langage, nous cherchons toujours à trouver la vérité. Alors, et d'ailleurs, pardonnez-moi, je passe sur une autre citation. Et pour une fois, parfois, Karl Marx a dit des choses justes. Il a dit ce qui est terrible avec la vérité, c'est quand on la cherche vraiment, on la trouve. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est le seul principe du marxisme avec lequel on peut être d'accord. Veritas quod est adequatio rei et intellectus. La vérité qui est l'adéquation entre intellectus, l'intelligence, la pensée, et la réalité des choses. La réalité, la chose. Définition de saint Thomas. Et c'est pour ça aussi que
Oui. Saint Augustin dit primum veritas deinde caritas. D'abord la vérité, ensuite seulement la charité. Ah oui. C'est très juste, parce que Très si on juste, fait le oui. contraire, c'est catastrophique. Oui. Après, si c'est d'abord les bons sentiments... Il y a puis après- beaucoup d'organisations qui font le contraire. c'est même pratiquement toutes. Oui. maintenant. Un auditeur nous dit et le contrôle technique obligatoire tous les ans pour les véhicules de 10 ans et plus. Non, il est de tous les 2 ans actuellement. À partir de cette année. Ah, ça, je sais pas. Quelle est son utilité Alors, je réelle? sais pas Toutes s'il ces est- À partir de mesures cette visent- année, c'est Bah, tous c'est les ce qu'il ans nous dit. Non, c'est ce qu'il nous dit. j'ai pas vu ça Toutes encore. ces mesures c'est visent possible. à J'ai pas endetter vu les ça. Français J'ai pas car vu la ça. dette est la clé du pouvoir totalitaire. Oui, c'est vrai. Oui. oui. En 63, maître Jacques Isorni écrivait traite et confort Alors, je finiront signale, par endormir les velléités de je révolte. signale tout de même, Très juste. à très propos de juste. contrôle technique, je signale, je ne sais pas pour l'histoire de contrôle technique tous les ans, faut à vérifier. Mais en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules en carte grise de collection, le contrôle technique n'est que tous les 5 ans, et les voitures antérieures à 1960, en carte grise de collection, j'entends, en sont exonérées. Donc ça, c'est important. Si vous avez une Rolls-Royce de 1959, vous n'êtes plus embêté avec le contrôle technique. C'est quand même pas courant. Bah, ça peut arriver. Il y en a J'ai- beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de Rolls dans le J'ai monde une qui circulent. Camaro que j'ai achetée pour le prix d'une Twingo, mais Elle a elle quel est de âge 1970. Eh ben, Alors, si vous la mettez en carte grise de collection, elle n'aura son contrôle technique que tous les 5 ans. Et vous aurez le droit, si les ZFE sont maintenus, vous aurez le droit de circuler dans les ZFE. Formidable. Et vous pourrez aller même pétarader sous les Oui, fenêtres mais de le Madame problème, Hidalgo. c'est que la carte grise voiture de collection, ça vous permet de vous Non, rendre... c'est fini. C'est fini, Ça non date de 1993. C'est vieux, Ah c'est oui, fini. ah oui. Maintenant, la carte grise de collection n'a que des avantages. Ah Elle oui. n'a plus les inconvénients d'origine qui étaient de ne pas pouvoir sortir du département et des départements C'est limitrophes. ça, C'est c'est fini, ça ça, c'est terminé. Il n'y a plus de restrictions du tout. Elle a 3 avantages, c'est qu'elle permet d'entrer dans les ZFE, elle permet d'avoir un contrôle technique allégé, voire inexistant, et elle permet enfin de récupérer en cas de catastrophe, s'il y a un accident, de récupérer l'épave, même si la voiture est considérée comme irréparable. Et donc, la carte grise de collection est utile. Et c'est la Fédération française de véhicules d'époque qui la délivre pour tous les véhicules qui ont plus de 30 ans. Donc, votre Camaro, elle peut, sans problème, bénéficier de la carte grise de collection. Voilà, sans problème. Et j'invite tous les auditeurs qui ont des voitures de collection à prendre Après, des cartes grises de Il ne collection. faut pas qu'ils s'attaquent aux cartes grises Non, de non, non, collection. non, hein, non, parce le que- risque qui était, c'est qu'on passe de 30 à 40 ans, parce que 30 ans, c'est hier. 30 ans, c'est la chute du communisme. Bien sûr. C'était même, c'était il y a 30 ans. Donc c'est tout proche pour nous. Moi, une voiture qui a 30 ans, pour moi, c'est une voiture contemporaine. Oui. Alors que moi, une voiture ancienne, c'est une voiture des années 50, Oui, je 60. comprends. Oui, voilà. Bon. Alors, maintenant que nous avons terminé les questions, je vais citer quand même... Il y a encore une question. Ah oui, pardon, là. excusez-moi, Bruno. Alors, elle m'a été transmise. Oui, oui, Bon. parfait. Alors, comment peut-on reprocher à un parti politique d'user des fonds qui lui sont dus par la loi de la façon qu'il a décidé et qui doit estimer la nature et la valeur du travail réalisé, C'est d'autant plus que évident, ces assistants oui. sont employés par des élus d'une liste présentée par un parti et que donc ils dépendent directement de ce parti et que la politique européenne ne peut être dissociée des intérêts du pays. C'est donc bien une affaire politique avec un coup d'État judiciaire. Le véritable intérêt de ce jugement qui vient à point n'est-il pas d'empêcher toute initiative pouvant mener à une élection présidentielle anticipée, par exemple par la censure des gouvernements qui dévoileraient l'illégitimité du pouvoir. Et c'est tout Mais à fait juste. Je pense que c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a une cohérence dans ces manœuvres déloyales et misérables. Vous évoquiez le cas de la Roumanie. Oui, oui. Vous avez évoqué le cas d'un candidat, n'est-ce pas, qui Oui. est empêché de se présenter sur un prétexte ridicule, qui, quand on annule l'élection Oui. parce qu'il a aussi le premier tour, et quand il revient... On l'arrête dans sa voiture. On l'arrête dans sa voiture quand il revient pour porter sa candidature. Et il y a une dame également roumaine qui a une certaine... qui dirige un parti qu'on peut qualifier d'eurosceptique, si vous voulez, qui n'est pas favorable à l'installation d'une base OTAN en Roumanie, bon, et qui, elle, a été carrément empêchée de se présenter par une décision du tribunal constitutionnel roumain. Je considère que ce sont des fripouilles abominables dans cette institution, qui s'est autosaisie et qui a déclaré que sa candidature était irrecevable parce qu'elle risquait de nuire à l'Union européenne. Non, mais c'est monsieur Asselineau, je ne partage pas toutes les opinions de monsieur Asselineau, a été très remarquable dans la description de cette affaire. Et il n'est pas innocent que notre affaire à nous, elle soit diligentée, on dit par le Parlement européen, c'est par la majorité
nos adversaires qui occupent encore provisoirement la majorité du Parlement européen. J'ai prouvé que dans le bureau du Parlement, au nom duquel ces poursuites sont intentées, il suffisait d'aller sur Internet pour voir que les 2/3 avaient des assistants qui travaillaient pour leur parti politique. Ouais. L'un était responsable de telle circonscription pour le parti, l'autre de tel aspect du programme, etc. Donc en fait, on reproche à Marine Le Pen une pratique qui est presque coutumière. Qui est quasi coutumière et qui a été pratiquée de façon publique, paisible, non équivoque, au vu et au su de l'administration parlementaire et du service important dirigé par un haut fonctionnaire qui n'est pas apparu de toute cette procédure, qui a laissé son supérieur hiérarchique, M. Cléty, le directeur des finances, venir à l'audience, mais lui n'a pas osé y venir. M. Franck-Antoine Poirel, responsable du service des assistants parlementaires. Et il y avait un service, il y avait des collaborateurs, il a ratifié tous nos contrats, il savait parfaitement quelle était notre pratique. Il voyait très bien que les contrats étaient domiciliés, pour certains, au siège précisément de notre formation politique, etc., etc. Alors, il y a aussi un troisième fait inquiétant, c'est les déclarations de Thierry Breton, qui avait dit au mois de juin, de toute façon, c'est très simple, si par hasard l'AfD l'emportait, nous ferions annuler les élections. L'AfD, parti allemand souverainiste, qui est en progression constante. Avec Alice Weidel, nous ferions annuler les élections comme nous l'avons fait en Roumanie. Alors d'ailleurs, je pense que c'est vraiment, il est bête de dire des choses comme ça, parce que là, c'est un aveu non équivoque. Je ne sais pas pourquoi, sans doute qu'il doit être bouffi d'orgueil et imbu de lui-même pour dire des bêtises pareilles. Parce que quand on commet un forfait... Je croyais qu'il avait dit seulement, nous saurions faire le nécessaire. Oui, c'est ça. Nous saurions, enfin bon, on a compris ce que ça voulait dire. Oui, nous saurions faire le nécessaire. Bon, c'est la même chose. Non, mais, alors bon, cela dit, Madame von der Leyen ne l'appréciait plus, elle s'est débarrassée de lui. Mais voilà, ce sont des gens, ce sont des mondialistes en fait. Ce sont des gens, mais qui nous rappellent les gnostiques et les millénaristes parce qu'ils sont le bien. Camp du bien. Voilà. Le camp du bien. Ils sont le camp du bien. Et contre le camp du mal que nous incarnons, tout est permis. C'est ça. Tout parce qu'on lutte contre la bête immonde. Voilà. Je me souviens, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait dit dans les années 80, on lui dit, mais vous savez, monsieur Le Pen, votre progression terrorise les partis politiques. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis la bête immonde qui monte. Oui, la petite bête immonde qui monte. Et oui. C'était très juste. Alors, je voudrais quand même avoir encore de nouveau des questions, mais j'aimerais bien vous lire quand même ce qu'a écrit Elon Musk. Elon Musk, qui est un homme qui a quand même pas mal réussi dans la vie, je trouve. Bon. Alors, voilà ce qu'elle dit Elon Musk. Lorsque la gauche radicale ne peut plus gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. C'est son mode opératoire à travers le monde. Il y aura un retour de bâton, comme avec les attaques judiciaires menées contre le président Trump. C'est très juste, parce que là, je pense quand même que là, ils ont été trop loin. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Parce que là, il crée des perturbations politiques importantes. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans 10 minutes avec Nicolas Stocker qui va intervenir dans cette émission. Pour l'aspect, parce que nous, on a vu l'aspect juridique, on a vu l'aspect sociologique, on va dire l'aspect de la pratique, mais il va essayer de parler. Vous connaissez certainement Nicolas Stocker, je pense que vous êtes allé sur GPT TV. C'est un ami même. C'est un ami. Et donc, on va voir, parce que là, je me demande s'ils n'ont pas été un peu trop hardis. Mais il faut faire attention. Il y a des moments, vous savez, il ne faut pas confondre courage et témérité. Oui, mais là, ils font preuve d'une certaine témérité. Il faut faire attention parce que sur le fond de l'affaire, vous comprenez, ils ont détourné. Ils n'ont rien du tout. Ils ont détourné 4 millions d'euros. Alors quand les braves gens entendent ça, ils retiennent le chiffre. Alors, mais il y a quand même sur les réseaux sociaux, évidemment des gens qui ne nous aiment pas. Même dans la grande vous presse. êtes des voleurs, vous êtes des voleurs. Ils ont détourné pour des scélérats. Vous avez fait ce que vous reprochiez aux autres, etc. Toute cette logorée. Alors qu'il faut savoir que j'avais dans ma sacoche la réglementation du Parlement européen sur les assistants locaux. Alors qu'il y a deux catégories d'assistants, les accrédités qui sont à Bruxelles et Strasbourg et les assistants locaux. Et les trois assistants pour lesquels j'ai été poursuivi, sur le grand nombre de ceux que j'ai eus en 30 ans de mandat, sont des assistants locaux. Le règlement du Parlement européen dit que les assistants locaux doivent aider le député dans l'état d'élection
ils ne peuvent venir que de façon tout à fait exceptionnelle dans les locaux à Strasbourg ou à Bruxelles, pour remplacer un assistant accrédité. Autrement dit, d'après la réglementation du Parlement européen, vous avez une catégorie d'assistants qui ne peut pas venir au Parlement européen, donc ils ne peuvent pas assister au vote, ils ne peuvent pas participer aux commissions, ils ne peuvent pas participer aux réunions par lesquelles le groupe politique de leurs députés décide de ce qu'il faut faire, etc., etc. Par conséquent, ils ne peuvent pas participer au travail législatif. Oui, c'est évident. Ou très difficilement. Même si moi j'ai violé ces réglementations, mais dans l'autre sens, je faisais malgré tout venir à chaque session mensuelle de Strasbourg certains de mes assistants locaux. Et je conclus. Que pouvait-on leur demander d'autre bien sûr. que de venir au secours de l'action politique de leurs députés qui, comme le dit l'auteur de la question, sont élus sur une liste nationale. Bon. Et dans une circonscription qui est le pays tout entier. Nous ne sommes pas les députés comme à l'Assemblée nationale, d'une circonscription de 130 000 habitants, d'un moitié d'un arrondissement, de quelques cantons, où l'assistant peut-être faire jouer le rôle d'assistant social, de super assistant social. Non, nous sommes élus sur une liste nationale, et nous sommes élus pour défendre les intérêts des Français par rapport à certaines évolutions que nous estimons délétères de l'Union européenne. Et nous avons fait le job. Les débats ont montré qu'il n'y avait aucun emploi fictif, que les assistants avaient travaillé, beaucoup travaillé. Autant on pouvait critiquer la pratique de Fillon qui consistait à prendre des gens de sa famille qui fichaient pas grand-chose, autant, dans votre cas, les gens ont réellement travaillé pour servir une doctrine politique qui est utile à la vie parlementaire, que ce soit européenne ou nationale, et on ne peut pas leur reprocher d'avoir servi une orientation idéologique qui est celle de leur parti qui les a embauchés. Il y a quelque chose que dit très bien l'auditeur et qui n'a aucun sens dans cette procédure. Ça n'a aucun sens, c'est un procès stalinien. À titre d'illustration, parmi 1000 autres, j'ai apporté un DVD, l'Europe en question. C'est un dialogue entre mon assistant local, Guillaume Lullier, pour lequel j'ai été condamné, pour lequel, et qui a été retrouvé d'ailleurs lors de l'instruction. Je l'avais même oublié. Ça date de 2019, je crois. Non, pardon, de 2009, pardon. En plus, toutes les règles de prescription ont été violées dans cette affaire. Bon, voilà, il y a 19 questions. Hein. Comment fonctionnent les institutions européennes? Première question. L'Europe de Bruxelles est-elle un bouclier contre le terrorisme international? La politique agricole commune n'est-elle pas une réussite? L'Europe de Bruxelles protège-t-elle notre industrie automobile, etc. 19 questions en dialogue avec votre serviteur. Voilà. Et malgré tout, tous les salaires et charges sociales de cet assistant, dont j'ai produit quantité de documents de travail, m'ont été imputés comme si je les avais volés. Cela dit, c'est quand même infâme. Pour les attachés parlementaires au plan interne, il y a eu un parlementaire, voire deux, qui ont été condamnés parce qu'ils ont fait... les attachés parlementaires ont collaboré à la rédaction d'ouvrages. Et la justice a expliqué que ce n'était pas dans le travail d'un assistant parlementaire et qu'en conséquence, le député était condamné. Alors, on va avoir Nicolas en France, hein. On va avoir Nicolas Stocker dans 5 minutes. Il y a des questions. Il faut avancer dans les questions parce qu'on ne va jamais y arriver. Alors, encore une question et puis on passe là, on va appeler Nicolas Stocker. Alors, on a un auditeur qui nous dit merci pour votre émission et merci à M. Gollnisch pour sa fidélité et son combat. Oui, c'est bon. Merci de cette appréciation favorable. Cette affaire... j'ai droit au cœur. Ça compense bien les malheurs. Cette affaire ressemble à un règlement de compte entre les obédiences maçonniques. Oui, Grand Orient et Grande Loge de France. Il est insupportable à la gauche qu'un membre de la famille Le Pen puisse accéder au pouvoir. Madame Le Pen, ou monsieur, je ne sais pas, j'arrive pas à lire, était adversaire des loges. Oui. Ce n'est pas un hasard si M. Sarkozy a été condamné peu avant Marine Le Pen. Oui. Ça rappelle l'affaire Bismuth. Mais alors c'est surtout... Il y a beaucoup à dire là-dessus. Les peines prononcées sont grossièrement exagérées. Comme le disait très justement hier un analyste sur, je crois que c'était France Inter, il disait, mais enfin quand même 6 ans de prison...
c'est une peine qu'on inflige à des 7 malfrats. même, 7, 7 je ans. crois. C'est des peines qu'on inflige à des malfrats chevronnés, on va dire, des Oui, des grands chefs de gang, banditis, des des chefs chefs de de gang gang. qui trafiquent, des gens qui vendent de la drogue, qui tuent des gens. Mais non, mais un cambrioleur, un voleur à la tire est moins lourdement condamné. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça devient. C'est manifeste. De toute façon, tout le monde sait que c'est cousu de fil blanc. Alors, je crois qu'il y a Nicolas Stocker qui est arrivé. Je vois son visage qui apparaît sur l'écran de GPT Visage TV. bronzé. Il est bronzé, il est C'est plutôt beau. plus rouge que bronzé sur l'écran, mais c'est certainement, c'est certainement la colère de ce qui est arrivé hier qui l'a rendu rouge. Alors, on va C'est le réglage de peut-être. l'écran. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit cette histoire n'est pas cousue de fil blanc, elle est cousue de fil rouge. C'est très juste. C'est pas faux. Alors, on va prendre casque. peut-être le casque, nos casques. Voilà. Allô, Nicolas, vous êtes là? Oui, bonjour à tous. bonjour, vous m'entendez merci d'être Bonjour, à la Oui, Nicolas. bonsoir Nicolas. Voilà, bonsoir. Voilà, j'ai pris le soleil. Mais oui, c'est pour ça que vous Très, avez très pris beau. même des coups de soleil, on dirait. Mais Il ça, fait c'est très très beau dans le Loir-et-Cher. Ah oui, c'est ça. C'est le réchauffement climatique, hein, c'est ça. C'est normal. Hein. Ah bah c'est ça, c'est encore un coup du réchauffement. Ouais. Oui, mais c'est bien ça. Moi, si dans mon village des Yvelines, il pouvait y avoir le climat de la Côte d'Azur, je serais ravi. Hein. Alors, Ça aiderait à Surtout pour moi supporter qui suis amateur de l'hiver. vin, en moi plus, qui suis amateur de vin, je pense que nous pourrions avoir une cuvée de Montmartre d'une qualité très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. oui. Oui, évident. oui. On pourrait cultiver des bons vins jusque dans la Manche, Oui. comme ce fut le cas à une époque. Bah, je d'ailleurs, crois. on a- Dans mon village aussi, et j'ai retrouvé dans mon village des Yvelines, près de Thoiry, connu pour son parc animalier, à Villiers-le-Mahieu, j'ai retrouvé les cahiers de doléances des 9 chefs de famille Ouais. qui demandent premièrement que le nombre de lapins soit considérablement réduit. Ah oui, Et déjà. même qu'ils soient exterminés. de Ah oui, préférence. oh là là. Bon, parce Oh là qu'ils là, ça bouffent va les pas. récoltes. Non, Ça va Bon. pas faire peut à la pas cause aller, oui. animaliste. Ben, là. ils n'avaient pas le droit de chasse. Bon. Et deuxièmement, ils protestent contre les impôts. Oui, et c'était notamment, il y a un impôt. Alors, il y a l'industrie, je crois que c'est l'industrie, c'est l'espèce de TVA, évidemment, la gabelle, tout ça. la bon. taille, la Et capitation. Non, la taille, capitation, capitation, c'était la noblesse. ça. et le trobut. Ah, c'est quoi ça? Le trobut. Le Alors, trobut, je ne connaissais le pas trobut, le trobut. non. Eh bien, c'est un impôt qui était prélevé sur les viticulteurs qui avaient droit, pour leur consommation personnelle, à un certain nombre de muids. J'ai calculé que c'était Ah, oui. à peu près 400 litres par an. Ou c'est déjà pas mal, Bon, ça déjà. va, Et au-delà des 400 personne. litres, Mais c'est pas, c'est à peu près Au-delà. c'est ce que boit Christian Bigot dans l'année, je crois. au-delà, Mais ça veut dire qu'ils savaient vivre, les gars. Hein. au-delà des 400 litres, il fallait payer une taxe. Bon, et ils se plaignent de cet impôt, ce trobut. Ça veut dire que déjà, ils dépensaient plus de 400 litres dans l'année, alors. Oui, mais Et j'en on va- déduis qu'il y avait des vignes dans mon village. Ah ouais. Bon, et mais elles ont toutes disparu. le vin était moins alcoolisé qu'aujourd'hui, quand même. Peut-être, oui. C'était Oui, du vin bah, à 10, oui. 11 degrés, alors que Oui. maintenant, nos vins montent en alcool. Vous avez Oui, vu, il y en on a a des vins à 15 14, degrés, oui, 14, oui, 15. Hein. Mm. Ils sont bons, d'ailleurs. Oui. Moi, surtout les vins de la vallée du Rhône, les Oui, Châteauneuf oui. du Pape, les Oui, Beaumes de oui. Venise, Ah. les Côtes-Rôties. Arrêtez, on est en carême, s'il Bon. vous plaît. Bon, alors on va peut-être revenir. Alors je crois que je ne sais pas si vous êtes livré au trobut après pour noyer votre chagrin, Nicolas, après l'annonce d'hier, quand vous m'avez appris la triste nouvelle, alors que je n'étais même pas au courant en plus. Après, j'ai passé ma nuit scotché sur YouTube pour voir un peu les réactions des uns et des autres. Alors, on a envisagé avec nos amis Bruno Gollnisch et donc Christian Bigot et Bérénice et les auditeurs aussi, on a envisagé tous les aspects juridiques et sociologiques, parlementaires, et on aimerait maintenant avoir votre opinion sur l'aspect, sur les conséquences politiques, parce que moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les gens au pouvoir s'affolent et qu'ils se sont montrés particulièrement téméraires dans cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes un très bon Alors, je vais analyste. tout de suite, je vais vous faire une analyse politique. Je voulais juste quand même rebondir sur ce que disait Christian, ce que disait Bruno Gollnisch, c'est-à-dire qu'à une autre époque de grand réchauffement climatique qui nous a permis de faire la construction des Oui, cathédrales, c'est vrai. j'avais lu qu'on donnait entre 5 et 7 litres
par jour aux bâtisseurs de vin. Alors qui peut-être étaient moins forts, mais là, on était sur des quantités bien plus importantes qui étaient liées aussi à la capacité d'encaisse toute churchillienne de nos ancêtres. Quand j'étais jeune dans le métro, partout, il y avait des affiches de public anti-alcoolique qui disaient « Jamais plus d'1 litre de vin par jour ». Oui, c'est vrai. Bon. Et maintenant, on dit que 2 verres, c'est le maximum. Oui. Et encore pas tous les jours. Ça dépend. On dirait que ça dépend de la taille du verre. Oui. Et bientôt, plus du tout. Mais, vous savez que vous en avez même comme un ami caviste qui dit que le vin n'est pas de l'alcool. Vous savez, il distingue le vin des spiritueux. Donc on peut en boire autant qu'on veut, ça ne devrait pas être s'inscrire dans l'odieuse loi Évin, alors, qui porte si mal son nom d'ailleurs. On a quand même bu ce week-end des Saint-Émilion Grand Cru à Tire-Larigot et on était un peu fatigués hier, Bérénice et moi quand même. Ah oui, parce qu'on on a quand même bu une bouteille par personne. C'est vrai que la loi Évin, on a dû se mettre un peu à la diète après. Ça fatigue quand même. La loi Évin doit beaucoup à François Hollande, son beau-père, travaillait dans le cabinet d'Évin. Voilà. C'est-à-dire les parents de Julie. Ah oui, de Gaillet. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, donc voilà, on a parlé beaucoup de ce jugement qui est juridiquement pas très bien fondé. Bon, d'abord, l'infraction est kafkaïenne, c'est ridicule, il y a une contradiction. Le périmètre de l'infraction est indéfinissable. Ensuite, les peines sont d'une sévérité ridicule et exagérée, et on voit que c'était une finalité politique. En troisième lieu, l'exécution provisoire ne se justifie pas parce que le risque de récidive est inexistant. Donc on est en présence d'un jugement qui a été certainement réalisé par des gens qui étaient techniquement très compétents, indiscutablement. On a pris des bons magistrats. Ces gens-là, on l'a dû leur dire qu'ils seraient peut-être récompensés, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que c'est un zèle idéologique qui les a conduits, on le saura que bien plus tard. Mais en tout cas, on sent... Ça me rappelle un peu l'adage latin primum ius summa injuria. Summum ius summa injuria. Alors, le latin étant une langue extrêmement concise, il faut traduire par une périphrase. Ça veut dire que plus il y a de droit, plus il y a de risque d'injustice. C'est ça que ça veut dire. Summum ius summa injuria, c'est-à-dire que quand on pousse le système de droit jusqu'à l'extrême, c'est là qu'on risque de rendre des jugements vraiment inéquitables, parce qu'ils sont déconnectés du bon sens. Et voilà l'impression que j'ai, parce que le jugement fait 150 pages, Christian Bigot l'a eu. Bon, il me dit que c'est bien étayé, c'est bien argumenté. C'est un bon travail, c'est un travail de bons juristes, mais des juristes qui sont des professionnels. C'est comme un bon chirurgien. Il est capable d'opérer n'importe quel organe. Un bon juriste, il est capable de faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, c'est normal. Il y a peut-être des chirurgiens qui sont capables de faire prendre des vessies pour des prostates, par exemple. Mais quand même, il gagnerait de l'argent, celui-là. Excusez-moi. Je voudrais entendre Nicolas, bien sûr, mais enfin, je précise que bon juriste, je sais pas, en droit public, je le conteste, parce que cette affaire viole bon technicien du droit, viole le principe de la séparation du pouvoir, viole les règles de droit sur la prescription, viole le principe de proportionnalité des peines. Le principe de proportionnalité, viole le principe fondamental nullum crimen nulla pena sine lege, de la légalité. Et quel est le texte de valeur législative que l'on nous oppose? On nous oppose une vague décision à un moment du bureau du Parlement qui est extrêmement confuse, je trouve que ça fait... Et le risque de récidive qui n'existe pas. Beaucoup, et on invente une récidive. Et ne respecte pas, comme l'a écrit aujourd'hui, je crois, c'est publié aujourd'hui, l'ancien secrétaire général que je citais tout à l'heure, Eric Schuttel, ne respecte pas la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est d'une extrême gravité, c'est une véritable forfaiture. C'est vrai, oui. Si c'est vrai. Alors parce que la Constitution impose
aux autorités administratives et judiciaires de se conformer Alors, aux décisions du Conseil constitutionnel. rappelez à nos auditeurs Mais il faudrait qu'a- peut-être qu'il fasse une question préalable de constitutionnalité. Absolument. mais rappelez peut-être à nos auditeurs ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel préalablement. Parce que, Écoutez, je moi, je m'avoue, je n'ai pas le talent et je ne me suis pas penché sur la question comme l'a fait Ouais. M. Schuttel. Ouais. Je vais le faire. Mais le Conseil constitutionnel a dit, c'est à propos d'un élu mahorais de Mayotte qui avait été condamné et avec exécution provisoire et qui avait posé une question prioritaire de constitutionnalité qui, au miracle, avait fini par être transmise et arriver au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit que l'exécution provisoire, par exemple, ne pouvait être appliquée, entre autres, que si si l'on respectait la liberté de vote des électeurs. Ouais. Voilà, quand vous privez de la possibilité de se présenter la candidate qui est arrivée 2 fois en finale et qui est la favorite dans les sondages, est-ce que vous respectez la liberté de vote des électeurs? Évident. Mais quand j'ai dit bon juriste, attention, le mot est ambigu. Je veux dire bon technicien du droit. Parce qu'un avocat est un technicien du droit, il est capable de plaider le vrai comme le faux. C'est en cela que je voulais dire un bon juriste, c'est-à-dire un bon technicien du droit. Mais ça ne veut pas dire que c'est un juriste au sens noble. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Nicolas, maintenant que nous avons fait cette mise au point juridique qui était très utile, merci Bruno de l'avoir rappelé parce que c'est extrêmement juste tout ce que vous venez de dire. Quelles sont, pour vous, parce que l'origine de politique, on sait très bien, c'est un procès politique, c'est une évidence. Les conséquences maintenant. Est-ce que ces gens-là, comme d'ailleurs l'a laissé entendre le Premier ministre, François Bayrou, est-ce que ces gens-là ne sont pas un peu hardis et un peu téméraires? Parce qu'il peut y avoir un effet boomerang, ça peut galvaniser les électeurs. Il y a beaucoup de réactions possibles. Et là, ils ne les maîtrisent pas du tout. Alors, bon, moi, je ne vais en effet pas m'appesantir sur le caractère inique de cette décision. Bruno Gollnisch le fait et le dit fort bien depuis ce matin dans l'ensemble des médias, et il a tout dit sur ce sujet. Pas plus que vous parliez de vessie et de prostate. Je n'approfondirai cette question concernant la magnifique épouse d'Emmanuel Macron, hein, pour rappeler l'exceptionnelle épouse d'Emmanuel Macron, pour rappeler ce que disait Donald Trump. Je sais que Bruno Gollnisch a trouvé d'une certaine vulgarité l'accueil qu'a fait Donald Trump à Zelensky, pas moi, personnellement, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Donc, pour revenir sur l'aspect politique de cette affaire, oui, il y a... Mais moi, ce que je vois, c'est que depuis le début, et vous parlez du Conseil constitutionnel avec Richard Ferrand, j'ai l'impression, et je le déplore, mais ce n'est peut-être pas un avis unanime au sein du Rassemblement national, que le Rassemblement national ne joue pas la carte du politique depuis le début de cette affaire, mais plutôt des arrangements entre amis. Ah oui. Eh bien, on a bien vu ce qui s'est passé avec Richard Ferrand, quand même, et je ne pousserai pas l'insolent jusqu'à demander à Bruno Gollnisch ce qu'il en pense, mais avoir cherché ainsi, c'est indéniable de vouloir s'arranger avec l'Élysée, avec Richard Ferrand, si le Rassemblement national, si les élus Rassemblement national ne s'étaient pas abstenus lors du vote de validation de celui qui était présenté par l'Élysée pour occuper le poste de président du Conseil constitutionnel, eh bien, sa candidature aurait été rejetée. Or, on apprenait depuis la veille ou l'avant-veille, on expliquait que Ferrand était le choix de Macron parce qu'ainsi, il s'opposerait aux dérives d'un gouvernement ou d'un pouvoir qui reviendrait au Rassemblement national avec les élections de 2027. Donc, c'est absolument inimaginable qu'ils se soient abstenus alors qu'ils ont placé par cette abstention un homme qui était considéré par l'ensemble de la classe politique et des commentateurs politiques comme un adversaire du Rassemblement national. Et ça, c'est la première chose. Donc maintenant, bon, le jugement est inique, évidemment, indigne,
Et je ne suis pas sûr qu'il soit en effet si fondé que ça sur certains aspects, dont la récidive, alors qu'elle n'est plus ni député européen, ni même président d'un parti politique, où en effet on pourrait dire, si on ne crée pas tout de suite une inéligibilité avec exécution provisoire, en tant que présidente du Rassemblement national, elle pourrait continuer le système. C'est même pas le cas, et c'est d'ailleurs certainement la raison. Ils ont vendu la mèche aujourd'hui, le Rassemblement national, de la nomination de Bardella à la présidence du RN. Donc ça me paraît pas fondé. Par contre, ce qui m'ennuie plus avec la position aujourd'hui du Rassemblement national, c'est que c'était le moment, en effet, de jouer clairement une carte politique. Et jouer clairement une carte politique dans cette affaire, c'était déjà très rapidement de lier les affaires, comme ils ont commencé à le faire d'ailleurs dans les questions au gouvernement, et très rapidement s'entendre avec un certain nombre de forces politiques à l'Assemblée nationale pour censurer ce gouvernement, c'est-à-dire faire de ce qui est un conflit juridique, au lieu de se plaindre en disant il y a quelques méchants juges, et encore tous les juges ne sont pas comme ça, qui nous ont fait, qui ont essayé de m'exécuter. Il faut dire que c'est politique, il faut l'assumer, il faut faire de la politique, ce que le Front National faisait à l'époque de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch. Il faisait de la politique, et donc il y avait un affrontement politique avec un rapport de force. Vous avez essayé de me tuer politiquement, eh bien moi, je pousse à la dissolution de l'Assemblée. Et si vous n'avez toujours pas de majorité, Monsieur Macron, et si on se met d'accord, même avec LFI qui souhaite aussi une élection présidentielle anticipée, on accule Emmanuel Macron. Ça, c'est une possibilité. Ou gagner, ou se dire, je reviens devant les lecteurs, c'est un déni, la justice n'a pas à prendre de décision politique qui engage les Français. Revenons devant les électeurs par d'abord cette censure qui aurait provoquer de toute façon à terme une dissolution, on dissout. On peut à ce moment-là considérer justement jouer comme l'aurait fait un Trump, par exemple, encore une fois, nonobstant le fait qu'il n'est pas apprécié par tous au sein de la droite patriote. Néanmoins, on fait une véritable politique de rapport de force. On gagne les élections en prenant à témoin la population, en disant voilà, on a voulu nous tuer, on a voulu nous éliminer du jeu démocratique, donnez-nous une majorité claire pour pouvoir accéder à Matignon. Et là, dans ces cas-là, on peut produire une loi telle qu'une loi qui reviendrait, par exemple, sur l'exécution provisoire ou une loi d'amnistie. C'est tout à fait envisageable et on pourrait le faire. Mais pour ça, on fait de la politique. Alors que là, j'ai l'impression que ça y est, Bayrou a déjà annoncé, oui, moi, l'exécution provisoire, je ne suis pas pour. Monsieur Ciotti a déjà annoncé qu'il allait faire un dépôt de loi pour revenir sur ce sujet. La Cour d'appel avec énormément de diligence, a répondu à la demande de M. Darmanin en disant « Oh, s'il y a un procès en appel, il aura lieu avant l'été 2026 ». Donc je pense qu'on est en train de faire... Marine Le Pen, j'aimerais qu'elle comprenne que depuis le début, elle est le dindon de la farce de cette affaire. Et nous, les Français, nous sommes les dindons de la farce de cette oligarchie et de cette justice instrumentalisée. Donc il faut revenir à des fondamentaux politique, et c'est comme ça qu'on gagne, et c'est pas en tergiversant et c'est pas en s'arrangeant entre amis, en essayant systématiquement cette dédiabolisation. Voilà mon point de vue sur le sujet quant aux conséquences politiques. Alors là, c'est plutôt les prémices, c'est pas vraiment les conséquences. Celles que je souhaite et celles malheureusement que je vois venir. Alors en fait, il faut pas jouer il faut pas faire ami avec des gens qui ne sont pas vos amis et qui ne seront jamais vos amis. Parce que ces gens-là, ils jouent gros jeu, ils savent qu'ils sont sur un siège vermoulu qui risque de s'écrouler à tout moment. Et leur obsession, c'est de ne pas perdre le pouvoir parce qu'ils savent aussi qu'ils pourraient perdre gros. Et donc ils vont s'accrocher et ils sont capables de tout. Donc on ne peut pas s'entendre avec eux, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne croit pas à leur religion, on l'a bien vu tout à l'heure, la différence qu'il y avait entre nous et eux. Eux, bien souvent, sont des gnostico-millénaristes, ou alors sont des opportunistes. Hein. Ce sont des gens qui sont dans la religion de l'égalité. Nous ne sommes pas dans la religion de l'égalité. Nous avons une autre religion qui s'appelle le christianisme, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ils ne nous reconnaîtront pas. Pour nous, c'est impossible. Alors, certains se convertiront, certains changeront de camp. C'est tout à fait ça, ça arrive. Mais collectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entente facile avec ces gens-là, voire
possible. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'on a un ami qui est un prêtre vietnamien et qui nous disait qu'il y avait des communistes au Vietnam qui demandaient le baptême. Maintenant, peut-être, mais en secret. En secret, oui. Donc, ils n'avaient aucune possibilité de faire autrement que de rester anti-chrétiens, s'ils voulaient conserver en tout cas leurs positions sociales. Alors, nous venons d'accueillir un vieux militant, n'est-ce pas, du Rassemblement national, presque un père fondateur. Je redonne votre nom parce que vous me l'avez envoyé, mais je l'ai un peu oublié. C'est Jean-Pierre Guyeux. Ça se dit comme Guyeux, on dit. Voilà. Alors, vous avez bien connu Jean-Pierre Guyeux. On s'est rencontrés dans une manifestation contre les ZFE. Et voilà, et nous avons sympathisé. Vous m'avez dit, mais je suis juriste, j'ai enseigné le droit social à l'université de Paris 1. J'ai dit, justement, je vais faire une émission avec Bruno Gollnisch. Mais j'aime énormément Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch, je vénère Bruno Gollnisch, j'adore Bruno Gollnisch. Alors je dis, si vous aimez Bruno Gollnisch, venez rencontrer Bruno Gollnisch. Je suis très flatté. Alors, j'ai encore le souvenir, et mon épouse me le rappelait encore tout à l'heure, d'un merveilleux week-end que nous avons passé chez toi. Absolument. Mais oui. Et elle m'a dit de te transmettre Merci beaucoup. Amical souvenir. Merci beaucoup. Bon, alors après avoir reçu notre ami Guyeux, il faudra que je m'entraîne pour le prononcer, on revient avec les histoires de l'impact, parce que ça, ce que vous avez dit est extrêmement juste. Je crois que Marine est trop gentille. Elle veut trop s'arranger avec le système, dans son bien. Enfin, c'est pas d'ailleurs une critique que j'adresse à Bruno Gollnisch, parce que je crois qu'il n'est pas justement toujours d'accord avec elle. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je répondrai peut-être sur certains il faudrait aspects, quand même... Oui. Alors, vous allez répondre, mais il faudra qu'on voit après quel va être l'impact politique dans les mois qui viennent. Mais laissons Bruno Gollnisch répondre quand même à ce que vient de dire Nicolas Stocker, et puis peut-être que je crois que Christian Bigot a des choses à dire aussi. Je crois que ça l'a intéressé, tout ce que vous Tout m'intéresse dans ce sujet-là. Oui, évidemment. Oui, Bruno. Je voudrais dire à Nicolas Stocker, que j'apprécie beaucoup, que j'ai des points d'accord avec lui et des points de désaccord. On va commencer par les points d'accord. Je pense que dans cette affaire, et je l'ai dit à Marine Le Pen, il eût fallu, dès le départ, sonner le tocsin, aller ameuter l'opinion, faire des conférences de presse, dénoncer nos injustes calomniateurs, les sycophantes du Parlement. Expliquer l'absurdité des accusations. Voilà. Au fond, pour ne pas être considérés comme des détourneurs de fonds publics. Comme des voleurs. Dès le départ, ça remonte à plusieurs années. Oui. Et Marine Le Pen pensait que ça n'était pas utile, que l'opinion, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, ne s'intéresse pas vraiment aux assistants parlementaires, et que plus on agiterait cette affaire, plus ça nous retomberait en quelque sorte sur le nez. Et là, je crois que c'était la stratégie que je proposais qui était la bonne. Oui, parce qu'elle a laissé pourrir la situation. Premièrement. Deuxièmement, un point de désaccord quand même sur Marine Le Pen, complice du système, ayant fait toutes sortes de reptations pour être admise, etc. Non, c'est pratiquement ça la description qu'on en fait. Écoutez, j'ai été le compétiteur de Marine Le Pen. J'ai été parfois, je suis encore parfois en désaccord avec elle sur certains points, mais je crois qu'il faut quand même ne pas manquer à la justice. Bon, elle n'a pas les manettes. Elle subit des agressions constantes, malgré tout. Et elle le sait très bien. Elle l'assume quand même avec un certain courage, une certaine crânerie. Alors, on dit, c'est abominable. Alors, elle avait renversé le précédent gouvernement. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je ne vous cache pas, cher ami, que moi, j'avais proposé que l'on négociât avec Barnier. Alors, je suis peut-être aussi coupable que... Et Marine Le Pen m'avait dit, non, je ne veux pas obérer, je manque à l'obligation de confidentialité de nos propos, mais quand même, je ne veux pas obérer ma liberté de vote. Voilà.
Donc, c'est moi qui proposais de négocier et elle qui a refusé. Pour garder sa liberté de vote, elle a renversé le gouvernement Barnier. Bon, je pense que rien n'eût été pire quand même que pour la France de ne pas avoir de budget, de ne pas avoir de gouvernement. Il ne faut pas jouer quand même constamment avec l'instabilité ministérielle. Alors j'entends bien. Alors d'abord, sur le cas Ferrand, je n'étais pas dans les discussions, etc. Bon, d'abord, nous n'avons pas voté pour Ferrand. Hein, nous sommes abstenus, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bon, deuxièmement, pourquoi s'être abstenu sur Ferrand ? Parce que, alors je signale quand même que de toute façon, tous les présidents du Conseil constitutionnel qu'on nous propose sont par hypothèse mauvais, puisqu'ils sont présentés par le président de la République. Hein, bon, parce que si ça n'avait pas été Ferrand, c'eût été Dupond-Moretti, qui est pire que Ferrand. Et pour Dupond-Moretti, la gauche aurait voté pour Dupond-Moretti, qui eût été à ce moment-là désigné. Bon. Donc, voilà ce que je peux dire principalement sur ce sujet. J'ai assisté à la séance de l'Assemblée nationale. Les 3 intervenants du Front national à la séance des questions du gouvernement ont été extrêmement combatifs. Et le premier a évoqué, au milieu d'un ourvari absolument incroyable, parce que maintenant, c'est vraiment la foire d'empoigne. Hein. Et la gauche, l'extrême gauche, qui est quand même un groupe extrêmement important, hurle unanimement pour essayer de faire taire la voix de ceux qu'elle n'aime pas. On se croirait à la Convention. C'est assez, oui, absolument. C'est inouï. Oui. Il y a une baisse de niveau et de comportement dans tous les domaines par rapport à ce que j'ai connu, moi, en 86, où il y avait quelquefois les interpellations, mais quelquefois elles étaient même spirituelles ou intelligentes. Bon, bref. Toujours est-il que ces 3 intervenants ont été très combatifs et Tanguy, par exemple, a commencé par dire que il nous avait volé la victoire par l'accord cynique et contre nature entre l'extrême gauche et le macronisme au 2e tour de l'élection législative. Donc je trouve qu'il n'y a quand même pas tant de compromis que cela. Ceci étant, une position plus combative telle que la propose notre ami, ce serait de renverser le gouvernement Bayrou tout de suite. Ça va peut-être se faire d'ailleurs, hein, je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais cher ami, on peut renverser tous les gouvernements qu'on veut. Premièrement, contrairement à ce qu'on lit dans les journaux, ça n'oblige en aucune façon Macron à démissionner. Non, c'est sûr. Il n'est pas du tout obligé de démissionner. Il pourrait même prendre avantage de ce cirque parlementaire pour apparaître comme l'homme au-dessus de la mêlée et prendre peut-être des décisions par voie réglementaire, que sais-je. On a même évoqué l'article 16, ça me paraît très, très excessif. Mais enfin, bon. Donc, sauf s'il déclenche une guerre. Ça n'oblige... Ah oui, c'est vrai, sauf si... Mais ça n'oblige absolument pas Macron à démissionner, premièrement. Et deuxièmement, si ça provoque une nouvelle dissolution, eh bien, dans l'état actuel des choses, Marine Le Pen est inéligible. C'est-à-dire qu'elle, non seulement elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, mais elle ne pourrait pas se présenter à l'élection législative, et par voie de conséquence, elle perdrait la présidence du groupe, qui est quand même un levier important. Voilà ce que je pouvais dire pour tempérer un peu les propos très combatifs de Nicolas Stocker. Mais la vérité progresse par la controverse et non par le consensus. Hein. Je le rappelle toujours à mes étudiants. Christian Bigot, vous avez des observations à formuler parce que... Non, là-dessus, non. Que le pouvoir de dissolution, de toute façon, ne peut pas s'enclencher tout de suite. Il faut attendre l'année civile qui suit la dissolution qui a été faite, premièrement. Donc, en plus, en termes de moment, est-ce que fin du mois de juin, ça serait le bon moment, compte tenu des gens qui sont en vacances, qui quand même vont être fatigués de tout ce qu'ils entendent, hein, parce que en plus, c'est des discussions très techniques. Moi, je suis ça, bien sûr. Mais je reconnais que le citoyen moyen, il ne peut pas entendre ça un grand nombre de temps. Donc, il y a une certaine lassitude et il a une impression. Bon, l'impression, et c'est là où je dis que le Front National n'a pas été bon. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai regardé comment faisaient les socialistes leur système de communication.
C'est quelque chose de très bien fait. Chaque fois qu'il y a un problème qui va arriver, ils font un livre noir qui est très bien fait. Il y a les déclarations des gens, les faits, leurs positions, et ils diffusent ça à toute la presse. Très juste. Et j'entends dans les reprises journalistiques, je ne vous parle pas de l'AFP qui reprend intégralement le document, hein, mais j'entends dans toute la presse, y compris dans le Figaro, les reprises complètes des informations qui émanent des livres noirs qui ont été faits par les socialistes. Par exemple, il y avait un livre noir contre la privatisation des prisons, il y a eu un livre noir contre les ordonnances pour la sécurité sociale. Et ça animait toute une campagne qui parfois arrivait avant la décision. Ce qui veut dire que le gouvernement, parce que moi je servais le gouvernement à l'époque, vous me parlez de 86, moi j'étais effectivement chez Jacques Chirac et André Rossino à cette époque-là. À tout péché, miséricorde. Voilà. Donc je voyais bien comment le Parti socialiste, à l'époque, d'ailleurs nous coinçait entre le Front National qui est à notre droite et la gauche qui est encore extrêmement importante à cause de la proportionnelle qui avait été mise par François Mitterrand. Donc on avait une majorité de 2 sièges. Donc il ne fallait pas merder, en d'autres termes. Eh bien, les socialistes menaient une campagne avant qui, effectivement, nous pourrissait la vie quand le texte arrivait en discussion, car on était en infériorité en termes d'information et de communication. Ce qui est très difficile après à essayer de combler cette chose-là. C'est vrai. Donc, pour en revenir au débat d'aujourd'hui, qui devait incontestablement arriver, vous aviez le temps de le savoir, d'ailleurs vous avez tout fait pour. Ah oui, je suis de cet avis. Vous auriez dû faire un dossier, livre noir des assistants parlementaires. Bien sûr. Qu'est-ce que font les autres ? Commencer par le Parti socialiste, par exemple. Bien sûr. Et on aurait vu que le problème qu'on vous impute était simplement un problème général. Bien sûr. Donc, en conséquence... Et d'ordre administratif. Voilà. Enfin, bon, donc, en conséquence, quand le combat serait arrivé, au plus près, vos arguments ont été repris par la presse, j'allais dire, au fur et à mesure. Oui, il ne faut pas trop rêver quand même. Hein, mais... C'est ce qui se fait, vous savez. Je pourrais même vous dire des articles, y compris dans le Nouvel Obs. La presse, oui, mais le Nouvel Obs, c'était... Bon, sont des intellos. Mais la presse, en général, s'est précipitée... à recopier servilement toutes les assertions de l'accusation. Bien sûr. Mais parce que vous n'en avez pas donné avant. Je vous répète que si vous aviez fait... Moi, j'en ai donné pendant, au moins, mais bon... C'est déjà trop tard. Oui. Alors, il faut peut-être qu'on lise des questions, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, et on ne les lit pas, et puis on va redonner la parole à Nicolas Stocker, parce que s'il est venu, il faut qu'il puisse parler, tout de même. Hein, parce que c'est je vous en prie. Non, mais c'est très bien ce que vous venez de dire, c'était très juste. Hein. Une auditrice nous dit « Je découvre sur les chaînes TV que des dissensions apparaissent entre Marine Le Pen et Bardella. Ce qui rappelle la scission entre Maigret et Jean-Marie Le Pen. Peut-être pas à ce point, quand même. Oui. Non, je crois pas. Oui, c'est ce dont la presse rêve, mais c'est pas du tout ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est absolument côte à côte, et les déclarations sont parfaitement concordantes. Mais évidemment, la presse rêve de ça. L'affaire Maigret, elle survient après que Le Pen, de façon absolument ignoble d'ailleurs, après l'incident de Mantes-la-Jolie, fut déclaré inéligible. Bon. Et donc, Maigret se dit pourquoi est-ce que ce ne serait pas moi qui conduirais la liste européenne, etc. Et c'est comme ça que le conflit est arrivé. Et évidemment, nos adversaires, qui sont nombreux dans les médias, ne rêvent que d'une chose, puis ça ferait parler, etc. Bon, c'est qu'un conflit apparaisse entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais enfin, pour le moment, ils en sont pour leurs frais. Alors, il y a un bobino qui doit passer. Excusez-moi, un bobino, c'est une petite bobine de publicité. Hein. Oui, mais légitime et important. Légitime, mais c'est pas rien à voir avec le cabaret bobino. Hein, par rapport. Oui, c'est vrai. C'est pas. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, d'autres questions? Oui, alors un auditeur nous dit si Marine Le Pen est hors jeu, alors qu'elle est plutôt anti-immigration et gaulliste sociale, M. Bardella prendra-t-il sa place alors qu'il est plutôt anti-islam et libéral? Oui, il faut nuancer, parce que le libéralisme de Jordan Bardella, c'est vrai que
Jordan Bella est pour le rétablissement des libertés économiques, mais Marine Le Pen aussi, en dépit de l'étiquette qu'on lui a collée en disant son programme, c'est celui de Mélenchon. Non, c'est complètement faux. Elle a dit oui à la retraite à 60 ans, pour les gens qui ont cotisé pendant 40 ans. Oui. C'est-à-dire, dans la pratique, les travailleurs manuels, etc. Bon, ça ne fait pas d'elle une socialiste. Ni une marxiste. Et aussi bien Bardella que Le Pen, que moi, que n'importe qui d'autre... Au fond, nous sommes résolument hostiles à l'immigration massive. De toute façon, nous appartenons à un courant qui est le même que celui de Donald Trump ou d'Elon Musk ou de Vance. Nous sommes nationalistes pour la patrie, pour le pays. Nous sommes libéraux en économie. Nous sommes conservateurs dans les mœurs. C'est-à-dire que nous appliquons... Peut-être pas assez dans ce domaine. Nous appliquons dans ces trois domaines ce qu'on pourrait appeler le principe de précaution. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'aventure idéologique. Voilà. Et nous sommes pour la liberté individuelle parce que nous sommes nés dans la civilisation chrétienne. Donc c'est très important. Ce sont les trois grands piliers de la pensée conservatrice que d'ailleurs Victor Orban a parfaitement compris. Et je rappelle que l'avocat au Conseil, Patrice Spinozzi, qui est le fils d'une collègue éminente qui est décédée aujourd'hui, un avocat très connu, bien supérieur à Dupond-Moretti, lui c'est un homme de gauche. Et il dit, attention, dans tout ça, faites très attention, le cerveau de la bande, c'est Victor Orban. C'est l'homme le plus dangereux qui existe. Parce qu'il a compris que c'était là qu'était l'ennemi principal. Et effectivement, les trois piliers que je viens de citer, donc nous sommes tous à peu près d'accord avec des nuances, évidemment. Alors, donc je crois qu'il ne faut pas opposer Bardella à Marine Le Pen, en effet. Un autre auditeur nous dit, un rassemblement populaire est-il prévu en soutien à Marine Le Pen ? Alors c'est dimanche, place Vauban. Je ne sais pas, ça doit être vers 15h, je ne sais pas. Oui, c'est ce qui était dit. Oui. Alors, attendez. Alors, rassemblement, place Vauban. Oui, c'est ça. Oui, mais à 15h, voilà, 15h. Venez nombreux. En ce qui concerne le contrôle technique annuel, un auditeur nous dit « Monsieur Tourne à fond, vous avez raison. Le projet d'obliger un contrôle annuel a été abandonné par Bayrou. Voilà. Mais c'est une volonté de la grosse commission qui concernerait surtout l'Allemagne. On se demande pourquoi. Ah oui, la Commission européenne. Oui, d'accord, voilà. C'est ça, la Commission européenne. Oui. L'information a été démentie par le ministère des Transports. Alors, par contre, je sais que... Est-ce un ballon d'essai ? Alors, l'association 40 millions d'automobilistes avait une idée à une époque, mais qui n'a pas rencontré un grand écho, c'était de supprimer les ZFE et de mettre en place à la place un contrôle technique chaque année pour mieux vérifier le caractère polluant de certains véhicules. Oui, voilà, c'était ça. Mais il n'y a pas eu de remplacer une persécution par une autre. Oui, c'est ça. C'est fou. Alors, c'était un Chirac, je n'aimais... non, c'est pas Chirac, c'est Pompidou qui disait à Chirac... Arrêtez d'emmerder les Français. Arrêtez d'emmerder les Français. Ça devrait être gravé au fronton de l'État. De tous les préfectures, les établissements publics, les ministères. Mais parce que si vous prenez le contre-pied... Non, mais là, on a atteint le sommet. C'est d'ailleurs si vrai que les dernières lois qui ont été faites, c'est des lois dérogatoires aux droits applicables. Que ce soit Notre-Dame, et les DPE, que ce soit les Jeux Olympiques. Et bientôt les DPE. Voilà, les DPE. Il y en a 2 autres qui sont en circuit. Ça veut dire que l'État est lui-même incapable d'appliquer les normes qu'il impose aux autres, mais comme il est lié à l'urgence d'une situation, il est obligé de faire des lois spéciales qui sont autant de dérogations aux normes de droit commun. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une législation à plusieurs vitesses, finalement. Oui. Voilà. Une auditrice nous dit, selon vous, quelle serait la solution aux conséquences politiques ? Alors ça, c'est à Nicolas Stocker de répondre, peut-être. Alors voilà, quelle est la solution ? Vous, Nicolas, qui est un excellent analyste et très perspicace, comment voyez-vous l'avenir ? Voilà, c'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que je me dis, qui les rend si hardis ? Ne sont-ils pas téméraires ? On dit toujours qu'il ne faut pas confondre courage et témérité. Et là, je les trouve bien téméraires. Je pense qu'ils jouent vraiment avec le feu. Enfin, je ne sais pas. On dit, les Français sont des veaux, ils ne font rien, mais peut-être que... ça peut perturber gravement le jeu politique, là. Peut-être, tout dépend. Peut-être savent-ils à qui ils ont affaire. Je persiste, malgré
les analyses qui sont tout à fait frappées au coin du bon sens de Bruno Gollnisch, je persiste sur l'idée que le rapport de force n'est pas suffisamment posé aujourd'hui par le Rassemblement national, même si le fait d'avoir une manifestation dimanche, bon, si c'est pour faire comme avec la manifestation de soutien à Fillon, ça n'a rien donné. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Bien sûr, sur ces ondes, je n'irai pas dire je le pense, il faut aller au-delà, oui. Alors, Mais on en a un peu discuté ce matin avec Bruno et on partage le même avis sur le sujet. Mais dans tous les cas de figure, quand Marine Le Pen ou quand ses proches disent que c'était une exécution publique, une exécution politique auquel on a assisté avec le rendu du jugement du tribunal, je pense qu'il faut en tirer les conséquences et hausser très fortement le rapport de force. Donc je pense que déjà la raison principale qui fait que qu'ils font ce qu'ils font, eh bien, c'est peut-être parce qu'ils savent que en face, il n'y aura pas le répondant qui pourrait en effet faire vaciller le pouvoir. Je le crains. Après, donc je pense que de toute façon, et j'ai rien d'autre à dire, et je ne suis pas membre du Rassemblement national, donc je ne vais pas en plus me faire accuser de me mêler de ce qui ne me regarde pas, ce qu'on pourrait d'ailleurs me dire, à juste titre. Je dirais et que les conseillers ne sont pas les payeurs, je le reconnais bien humblement. En tout cas, moi, je conseille qu'ils haussent très fortement, et je pense que Bruno Gollnisch est d'accord avec moi là-dessus, le niveau du rapport de force politique dans cette affaire. Et le deuxième point, là où je vais être un peu taquin, peut-être par rapport à M. Bardella, je ne dirai rien, les critiques habituelles. Je vois d'ailleurs que dans les sondages, il fait d'excellents scores, des scores à peu près équivalents à celui de Marine Le Pen. Est-ce qu'il s'est senti à ce moment-là des ailes poussées? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est très très jeune et qu'il n'avait pas prévu du tout de succéder aussi vite au pied levé à Marine Le Pen. Donc je l'ai vu très nerveux ce matin. Je l'ai vu à midi à l'Assemblée nationale, enfin à côté de Marine Le Pen, et on le sentait nerveux. On sent que c'est quelqu'un, il est quand même très jeune, il a très peu d'expérience politique autre qu'électorale, et je pense que ce qui lui tombe sur la tête aujourd'hui n'est pas évident. Donc je ne suis pas persuadé que, même si évidemment c'est un homme politique, donc il a des ambitions, et elles sont légitimes, on a le droit d'avoir des ambitions en politique, je ne suis pas persuadé qu'il soit si heureux et satisfait de cette situation. Par contre, ce que je pointe du doigt et qui m'inquiète plus le concernant, c'est qu'on l'a vu avec Fillon. Hein. Fillon gagne haut la main les primaires, et puis le lendemain ou surlendemain, on balance une bien méchante peau de banane et on réussit à l'éliminer politiquement avec le PNF. J'espère que vous avez parlé du PNF, création, parce que si vous parlez des socialistes... on en parlait, oui. Hein, le PNF et Hollande 2013, c'est une drôle d'affaire. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme de guerre posée par François Hollande pour éliminer les adversaires politiques des socialistes. Et pour moi, Macron est un socialiste. C'est ce que dit le juge Gallo, qui a été un grand magistrat, juge d'instruction de Sables-d'Olonne. Et ce que je voulais, et je terminerai juste là-dessus, parce que priorité au plateau, je n'y suis pas, donc je ne peux pas prendre non plus trop la parole, mais ce que je crains pour Bardella, j'en ai discuté avec un ami aujourd'hui, c'est que demain, une vieille polémique qui est en train de ressurgir, qui est celle aussi, il faut savoir que Bardella a été assistant parlementaire, mais dans les sessions qu'on suivit, non pas celles qui étaient en jugement, mais juste après, il était attaché parlementaire du député Jean-François Jalc, député Rassemblement National. Et ce député, il faut savoir qu'il y a une polémique, qu'il a essayé que le Libération a mis en avant le fait qu'il était bien discret dans son poste d'attaché parlementaire. Lui aussi, il a à ce moment-là porté plainte contre Libération, mais il a été débouté. Et donc, rien ne dit que demain, on nous dise, mais M. Bardella, regardez, il a exactement le même problème, il aura un jour ou l'autre le même problème que Marine Le Pen, que les députés qui ont été aussi traînés honteusement devant ces tribunaux, et les attachés parlementaires, tout le monde ayant été condamné, puisque comme l'avait expliqué la procureure, il était absolument inimaginable dans son esprit que quelqu'un qui soit issu des rangs du Front National, du Rassemblement National, puisse être innocent. Au moins, ça posait c'est ça correspond bien à ce qu'on disait. Affaire. Ça donc moi, je pense elle a dit exactement contre ce prévenu-là, je n'ai aucune charge, je n'ai aucune preuve, mais demander la relaxe, ça me ferait trop mal. Ah bah voilà, mais ça veut dire, ça c'est un aveu, ça veut dire qu'ils sont bien dans une optique quasi religieuse. C'est-à-dire qu'ils sont
comme les pneumatiques à l'époque de Marcion, 2e siècle après Jésus-Christ, les pneumatiques, ils sont le bien. Donc, intuitivement, ils savent où est le bien. C'est comme la bonté naturelle de l'homme de Rousseau. L'homme est naturellement bon. Hein, la société l'a corrompu. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est le gnostico-millénarisme. On est en plein dedans. Ça, on le voit, le caractère religieux. Nous, on n'a pas une approche religieuse du tout, parce que nous, on les voit un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu comme des aliénés ou des malades mentaux, ces gens-là, des Illuminati. On les voit comme des sectaires. Mais eux n'ont pas la même vision du monde que nous. C'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes valeurs du tout, qu'on ne peut pas s'entendre avec eux. Et là, je rejoins tout à fait Nicolas Stocker. Pas de amis avec ces gens-là. Voilà. Alors, après, on peut dire pas des... Les sectes gnostiques ou dualistes sont des sectes, en effet, qui veulent absolument extirper le mal. Extirper le mal de la matière, de l'homme. C'est ça. Et on voit bien que les croisades des magistrats aujourd'hui, ou même des procureurs, est d'essayer d'extirper la politique, qui est considérée comme un vice en soi, une espèce de vision virginale et folle, en effet, de la politique ou de la gestion de la cité. Et donc, et on verra, il va arriver la même chose à Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il ira en prison. Ça va être aussi un choc peut-être salutaire pour la société française, mais nous allons, je le pense, parce qu'il n'y aura pas d'aménagement de peine si, comme on peut l'imaginer, les réquisitoires sont suivis par le tribunal. Ça sera 7 ans de prison ferme et Nicolas Sarkozy ira en prison. Et ça va arriver très très vite. Alors, nous avons entendu tous les gens autour de ce plateau, mais Jean-Pierre, vous n'avez pas encore donné votre avis, vous qui êtes un vétéran de la droite nationale, donc un héros, parce que vous avez affronté l'hydre abominable du gnostico-millénarisme parmi les tout premiers, comme moi d'ailleurs, quand j'étais tout jeune à l'époque. Je suis un des plus vieux électeurs du Rassemblement national, enfin du Front national, 1981 déjà, avec... moi, 1974, j'étais au Japon. Oui, mais moi je ne votais pas encore, parce que j'avais 18 ans. Alors Jean-Pierre, quelle est votre idée là-dedans? Alors... Déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Comme dit le vieux dicton populaire, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, puisqu'il y a un peu plus de 30 ans, j'étais déjà à Radio Courtoisie et où j'animais l'Institut d'études de la désinformation. Oui, tout à fait. Voilà. Et tous les vendredis soirs, à 20h, nous étions là. Voilà. Pour semer un peu le doute dans les esprits sectaires. J'allais dire les plus obtus. Pardonnez-moi, je suis peut-être un peu dur. C'est un travail que poursuit, entre autres, Jean-Yves Le Gallou. Je trouve ça assez remarquable ce qu'il fait, oui. Oui, j'ai bien connu Jean-Yves dans une époque précédente, dans une vie précédente, puisque je suis l'un des vétérans du Front National, puisque moi j'y suis rentré en 1972. Ah oui, vous êtes un père fondateur. Oui. J'étais au fameux repas au Père Tranquille près de Montparnasse, dont certains se souviennent peut-être, avec nos amis italiens et d'autres. Bon. Donc, j'ai écouté... religieusement, même si le mot a été mis de côté, j'ai écouté religieusement ce qui a été dit par nos amis autour de la table. Pour moi, ce qui est dit actuellement par certains, et même par beaucoup, sur d'un côté Jordan Bardella, de l'autre côté Marine Le Pen, je pense que pour eux, ça relève du fantasme. C'est quasiment psychiatrique, c'est qu'ils veulent absolument, à partir du moment où il y a une équipe qui gagne, il faut absolument essayer d'introduire un coin entre les deux. Bon. Sauf que le statuaire grec avait bien illustré ce qu'il advenait à celui qui mettait sa main là où il y a un coin. Bon. Donc, effectivement, je serai au rassemblement qui a lieu à 15h, place Vauban, et qui est initié par le Rassemblement national. Je pense que cette affaire, aujourd'hui,
je vais utiliser un mot fort. Je dirais que c'est baleine sous gravillon. Voyez-vous? Parce que, effectivement, on essaye d'introduire aussi bien des éléments de langage, mais surtout une forme de pensée tout à fait insidieuse qui tente à essayer de faire accroître qu'il y aurait, etc., etc., Et etc. qu'il y aurait voilà, un vol des fonds publics. C'est ça l'objectif poursuivi. Mais C'est par c'est- dérive. ça. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a le député Rassemblement National qui a promu cette proposition de loi contre les ZFE, qui est très utile. Et il dit, c'était un gros travail pédagogique, parce qu'il y a 3 ans, quand je disais je voudrais supprimer ces ZFE qui sont absurdes, on me disait alors, ça veut dire que vous voulez assassiner 40 000 personnes. Et Ouais. c'est ça, il faut déconstruire cette espèce de raccourci absurde qui fait marcher les gens comme des moutons. Et là, c'est évident que le tribunal correctionnel, aussi bien que les gens qui ont instigé pour ce truc-là, ils ont tout fait pour créer cette association d'idées dans l'esprit de l'électeur. Trouver le bouc émissaire, Voilà, trouver finalement. un bouc émissaire. Est-ce que ça Absolument. permet d'unir tout le monde autour à fait. Vous êtes, d'un vous êtes ennemi des commun. voleurs, vous êtes des assassins, vous êtes contre les ZFE. Donc, moi, quand je dis je ne crois pas beaucoup à la démocratie, ça veut dire que vous êtes pour la dictature. Mais ça n'a pas de sens. Quand je dis je suis monarchiste, mais qu'un monarchiste, il est totalement hostile à la dictature. Je dis le monarchiste est l'ami des libertés. Il ne veut pas d'un pouvoir trop puissant et il a peur du pouvoir du peuple parce qu'il a peur d'avoir 1000 despotes là où il n'y en avait qu'un seul avant, c'est ce que dit Tocqueville. Donc au contraire, le monarchiste, c'est celui qui veut laisser du pouvoir aux gens et qui veut qu'il y ait un souverain qui ne soit pas forcément un aventurier génial qui va bouleverser le monde. Mais les gens, ils sont dans cette logique absurde du blanc ou du noir, Du rapport de et force. du rapport de force et des oppositions artificielles. Or, la manipulation des foules, c'est de créer ces oppositions artificielles. Et là, on est en plein mécanisme de manipulation des foules en ce moment. Alors, professeur, vous avez effectivement tout à l'heure parlé du risque de récidive. Or, ce risque de récidive, comme cela a été déjà souligné précédemment, n'est absolument pas Avéré. d'actualité. C'est de la désinformation à l'état pur. Oui, c'est ça, oui. Parce que, effectivement, Marine Le Pen n'est plus députée européen. Je pense que les gens qui s'intéressent un peu à la politique, en particulier nos adversaires, eh bien, sont quand même un peu au courant. Bon, ils savent peut-être aussi que, par contre, Jordan Bardella n'est plus depuis longtemps assistant parlementaire, Ouais. mais que, par contre, c'est un élu brillant du Parlement européen. Alors, vouloir uniquement voir ce que peut penser, dans la mesure où elle pense, Madame van der Leyden, Oui. ainsi que son salarié français qui siège Monsieur à Breton. l'Élysée Ah oui, il est actuellement. parti, elle Il est parti, l'a oui. limogé, hein. Elle en Ouais, avait ouais. marre de ce type-là. Non, je parlais de celui qui est à Ah oui. l'Élysée actuellement. Oh bon, oui, enfin, Ah oui. 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 Donc, ça me paraît tout à fait surréaliste. Mais alors, À est-ce que côté vous... de oui, ça, mais est-ce qu'il faut monter en Salvador puissance Dali me paraît véritablement quelqu'un de figuratif à côté d'eux. Ouais. C'est dire. Mais est-ce que vous pensez, comme Nicolas Stocker, qu'il faut monter politiquement en puissance, ce qui serait un peu mon sentiment aussi? Il ne faut plus rester dans des petits arrangements entre pseudo-amis qui ne sont pas amis du tout. Et le combat juridique, il faut le mener, bien sûr, parce que mais vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage, hein. Bon, là, ce sont des jugements qui sont comme les jugements de l'époque de Staline, ils n'ont pas de valeur. C'est très bien fait techniquement, c'est destiné à emporter la conviction des naïfs, des crédules, mais ça reste foncièrement inique, parce que c'est comme si on démontrait que 2 et 2 font 5. Mais c'est Voilà. une bonne opération de Mais communication. c'est exactement ça. Voilà. Parce que vous savez, maintenant, aujourd'hui, l'art des sophistes, c'est de vous montrer par A plus B que 2 et 2 font 5. Et là, c'est ce qu'ils ont fait sur 150 pages. Oui. Et ça marche parce que c'est bien fait. Oui. Et puis, c'est comme les cabinets de conseil qui savent faire. Et à puis fait. parce que les gens ne savent pas compter. Bah non, les gens, Mais ils ils essayent connaissent pas. rien. Ils lisent et c'est un Et problème puis, ils d'impression. retiennent des gros titres. De sentiments même. Alors, est-ce que vous de- pensez qu'il faut monter en puissance politiquement, Jean-Pierre? Cela me paraît tout à fait évident, Ah. mais avant de monter en puissance, il y a des questions que je me pose parce que
je me suis malheureusement, contrairement à vous, éloigné de l'université depuis un certain temps. Et j'ai la question qui se pose pour moi, ce sont les voies de recours. Visiblement, il n'y aurait plus de voie de recours. Si, parce que mais il semblerait à la que la télévision, peine- Une petite voie de recours Si, dans si, laquelle je si. n'ai pas d'espérance démesurée. bien sûr. c'est l'appel. Je crois Parce que la Cour d'appel de Paris, finalement, pourrait se réunir Ah, il y a plus vite. il y a l'appel, oui. Là, il y a l'appel. Il y a l'appel et il y a Mais la aussi possibilité, une possibilité de bloquer l'exécution provisoire. Oui, une possibilité de saisir, je Le crois, président du du président le premier président de la Cour d'appel. Oui, oui. Pour Alors là, il y a bloquer une question de. Et il reste quelques questions. Alors, il faut les lire. Un auditeur nous dit « Je vous livre une autre idée du socialisme. Ah. C'est faire le bonheur des autres malgré eux. Alors, moi, j'aime bien Ah oui, aussi il y ce a qu'a ça, dit. hein. Et avec le pognon des contribuables. Et, j'ajouterais. et s'ils s'y refusent, on les considère comme des gens abominables qu'il faut Ah oui. éliminer. Des suppôts de Putain, Satan. le psychiatrique. Oui, oui. On ne Alors, comprend pas c'est ça. pourquoi. Madame Thatcher, Margaret Thatcher a dit, d'ailleurs c'est dommage que vous ne parliez pas plus de l'Angleterre et de Madame Thatcher dans votre livre, elle a quand même dit, le gros problème avec le socialisme, c'est qu'on finit toujours par être à court de l'argent des autres. Oui. Et c'est Christophe Colomb qui est l'homme politique qui est anglais qui a dit le premier des socialistes c'était Christophe Colomb Oui. parce qu'il est parti sans savoir où il allait, il est arrivé sans savoir où il arrivait. était, il est revenu sans savoir où il était allé et le tout avec l'argent des autres qui ont payé le voyage. Pas mal. Un autre auditeur nous dit « Cher nuanciste Nuanciste. C'est moi le nuanciste peut-être, non qui a nuancé, Il y a les qui a nuanciers, essayé oui. de nuancer le propos Bon, de là, Nicolas. ». Voilà. Chez Saint-Maclou, il y a des nuanciers pour les boquettes. Mais, Oui. mais comment faisaient les députés avant 1975 Ils n'avaient pas autant de boulets derrière eux. Ah bah, Il n'y avait pas d'assistant On parlementaire. n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'assistant C'est pour ça parlementaire. qu'il dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tout à fait. Oui, mais à l'époque, les partis avaient d'autres moyens pour se financer. C'est ça. Ah oui, c'est vrai Oui, qu'on mais avait je- pris- Sans être encombré par Je des ne vois textes. pas pourquoi Ah ouais. cette date de 75 d'ailleurs. Je vois Bah, pas. parce que monsieur Il y Sisley- avait des assistants parlementaires à l'Assemblée nationale, et je dois dire que les assistants parlementaires que nous avions à l'Assemblée nationale participaient au travail du parti. Bah, bien sûr. Mais oui, Ah, mais bah, quand toujours. À l'époque, il n'y avait eu En aucun, 86, il y avait aucun et ça ne problème. posait aucun problème Alors, à il y a encore, l'Assemblée attention, il y a nationale. encore des questions. Il y a plus Les que 5 problèmes ont commencé en 88. Il y a plus que 5 minutes. Dépêchons-nous là. Alors, bonsoir. Ne serait-ce pas l'occasion de réunir et de rassembler tous les nationalistes patriotes Ça, je suis autour d'accord. d'une nouvelle personnalité comme Ah non, non, non. un pas- Zemmour, non, un non, Asselineau, bah non, un bah non, Dupont-Aignan, ah, bah non, non, qui ont quelques va pas longueurs marcher. d'avance Ça dans le va monde pas marcher. culturel Non, et ça serait- non, non, analyse faut pas. politique. Je vais Merci. répondre. Hein. Oui. S'il s'agit de rassembler tout le monde derrière un seul drapeau, après tout, pourquoi pas? Ben, Mais ça la soit- personne qui pose la question cite déjà 3 noms. Oui. Oui. Alors faites déjà un choix parmi ces 3 noms. Mais et puis, moi, j'en ai un- et moi, puis j'ai- essayez de convaincre les 2 autres. Et moi, j'ai Pas un nom. difficile, hein. J'ai un nom qui Oui. vient à l'esprit, c'est Bruno Gollnisch. Ah, voilà. Vous êtes trop aimable. Très mais très bonne il est idée. inéligible. Il est Ah, ouais. inéligible. Ah oui. C'est foutu. Ah oui, il est inéligible. Pour le moment, en tout cas. Ça me fait penser à notre ami suisse qui, lors d'un colloque sur la démocratie, nous avait dit il était arrivé juste au moment des élections, avant l'élection de Sarkozy, Ouais, la première 2007, élection en 2007. Il nous avait dit je suis vraiment étonné parce que j'arrive en France et je vois que tous les Français cherchent un sauveur. Un homme providentiel. Ils attendent un Ouais. sauveur, ils Ouais, veulent toujours. élire un sauveur, c'est-à-dire Oui, c'est vrai. Il a on renie Jésus-Christ qui Oui, est c'est quand vrai. même Et notre il a- sauveur. Et pour Macron pour aussi, essayer ça a de été la trouver même Ça a été chose. Bien le sûr. sauveur. pareil, Alors toujours. alors il disait que chez nous en Suisse, quand il y a une élection, ça va être l'occasion de voir comment on arrive à régler enfin les problèmes. Il dit c'est toute la différence. Oui, Ça c'est très juste. c'est vrai. Encore des questions? Oui, une intervention aussi d'une auditrice qui nous dit est-il possible qu'une nouvelle loi sur l'inéligibilité soit votée d'ici l'appel? Merci pour cette émission. Bien sûr. On peut toujours. Techniquement, c'est On peut- parfaitement sans possible. problème. Bien sûr. Techniquement, c'est parfaitement possible. Mais Surtout si le gouvernement l'accepte, il Bien trouvera sûr. à l'ordre du jour ce qu'il faut pour Hmm. Y a avoir aucun le laps problème. de temps pour le faire adopter par les deux assemblées. Peut-être pas leur souffler trop. Alors, je voudrais terminer, parce qu'on arrive au terme de cette émission, pour raconter une petite anecdote. On avait un camarade qui était ensuite devenu avocat, qui s'appelait Sylvain Garand, et qui était un garçon de valeur. Je coupe. Qui était dans le même cabinet d'avocats que Marine Le Pen. Ils étaient Ah bon 3.
Il y avait un Ouais. policier qui avait été révoqué. C'était avec Georges-Paul Wagner, non Non. Ah non, Alors, c'était après après, Georges-Paul ouais. Wagner, oui. Alors il disait, voilà, il disait, c'est un simple, le socialisme, je vais vous dire ce que c'est un médecin, il dit, j'ai trouvé un traitement génial et révolutionnaire qui va vous guérir de votre maladie incurable. Ah, formidable docteur, alors, qu'est-ce que ça donne votre premier patient, bah mon premier patient, il est mort. Ah bon, bah c'était pas au point, non, c'était pas au point. Mais alors après, vous les avez sauvés, les autres, bah le deuxième, il est devenu paralysé. C'était pas encore parfaitement, non, il y avait encore des trucs qui allaient pas. Et à partir du troisième, ça y est, vous les avez sauvés. Non, le troisième, il est devenu aveugle, c'est bête hein, quand même. Bon, mais il dit, mais attendez, votre machin, vous êtes sûr que ça marche ? Écoutez, jusqu'à présent, ça n'a jamais marché, mais avec vous, le quatrième, je suis sûr que ça va réussir. Il dit, le socialisme, c'est ça. Oui. On peut peut-être laisser Nicolas Stocker conclure. Oui, concluez, Nicolas. Ouais. Oh, ben non, mais moi, ma définition du socialisme, c'est que c'est un nihilisme. Voilà, et bravo, c'est tout à fait Voilà. ça. C'est un nihilisme. Je souhaiterais souligner l'initiative de M. Pierre-Marie Sève, qui a illuminé les rues de Paris, et un certain nombre de... illuminé au sens vrai du terme, avec des slogans contre ce coup d'État qui vient d'avoir lieu Bravo. contre Marine Le Pen. Merci, Mhm. merci Très chers bien. auditeurs, merci chers participants.